chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour et bienvenue à un autre épisode du calendrier de l'Avent des Géniaux. Aujourd'hui, je vais vous présenter un concept que je trouve très intéressant et assez d'actualité. On entend de plus en plus parler de notre consommation d'eau, et souvent on se concentre plus sur notre consommation qui est locale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est l'eau qui est consommée soit à la maison ou au travail. Par contre, on pense pas toujours à l'empreinte eau de tous les produits et les biens qu'on consomme, comme notre nourriture, nos vêtements, notre électricité, etc. Donc, cette empreinte eau, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour définir plus clairement le concept, l'empreinte eau, c'est l'eau qui est utilisée directement ou indirectement pour la production de biens et de services qui sont destinés à la consommation des individus. C'est une partie de notre consommation d'eau qui est en quelque sorte cachée dans les produits qu'on consomme. Pour illustrer le concept, je vais vous présenter 3 exemples de produits de consommation communs et leur empreinte en eau. Donc, le premier exemple, c'est combien d'eau qui est nécessaire pour produire une tasse de café. Et là, je vais demander à mes co-animateurs ici, vous pensez que ça prend combien d'eau pour produire une tasse de café? Oh là. En litres. Je vais dire 23 232 litres. Wow. Ah, Très exactement. Mais voyons. Je trouve que c'est beaucoup. une tasse, c'est 250 ml, mettons. De café, ouais. Fait que 250 ml de Faut café. penser à le grain planté au Brésil. Il prend de l'eau, il est transporté. Après ça, tu produis, tu fais ton café. Moi, je vais dire 250 litres. 100 litres. Donc, Jaril, c'était une grande surestimation. Ça. En fait, la réponse, c'est 140 litres d'eau qui est nécessaire pour produire ouais. une tasse de café. Puis, comme Daniel a dit, la plus grande partie de l'eau est utilisée pour la croissance de la plante de café, mais ça inclut aussi le processus de production des grains de café. On est loin de notre 250 ml qu'on boit. Il y en a beaucoup. Ouais, donc c'est ça. En sachant que la consommation d'eau par litre par personne par jour au Québec en 2022, c'était de 253 litres. L'eau nécessaire à la production d'une tasse de café, ça représente 55% de notre consommation en eau journalière par personne. Avec seulement 2 tasses de café, on a consommé plus d'eau, donc avec juste le café, qu'avec tous nos usages de la consommation journalière. Donc, c'est quand même vraiment impressionnant. Une des manières qui permet de réduire cette grande consommation en eau-là, c'est de boire du thé, parce que le thé a une empreinte en eau environ 8 fois moindre que celle du café. Donc, ensuite, mon deuxième exemple, ça reste dans le thème de l'alimentation. Donc, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'empreinte eau de consommer de la viande comparée à celle de consommer des protéines végétales, par exemple. Donc, ici, la production de bœuf utilise environ 15,4 mètres cubes d'eau par kilogramme, tandis que la production de pois chiches, ça nécessite 4,2 mètres cubes d'eau par kilogramme. Donc, ces chiffres-là, ça varie évidemment selon le pays producteur et le mode de production, mais c'est des approximations. Donc, c'est ça. Avec ça, la production de bœuf, ça nécessite environ 3,7 fois plus d'eau que celle des pois chiches pour chaque kilogramme produit. Ces chiffres-là sont tirés du site web de waterfootprint.org. Puis, il y a aussi plein d'autres données intéressantes sur leur site. Donc, c'est ça, notamment pour les vêtements et plein d'autres produits de consommation. Puis là, j'ai un dernier exemple qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc là, on n'y pense pas toujours, mais l'utilisation d'outils comme ChatGPT, ça engendre une consommation en eau. C'est majoritairement lié au refroidissement des salles de serveurs et des ordinateurs. Donc, encore une fois, combien vous pensez que ça prend d'eau pour une conversation, c'est ça, d'une dizaine de questions avec ChatGPT? Oh, aucune idée. J'ai surévalué un petit peu, fait que je vais être conservateur un peu plus. Je vais dire 1 litre par question. Ouais. Moi, je vais dire, tu dis Anna que c'est pour une discussion d'environ 10 questions avec Chad. Moi, je vais dire 30 litres. Moi, je pense que je vais y aller avec une tasse. Oh. Fait que 250 ml, pas un litre. Un quart de litre. La réponse, c'est 1 demi-litre. Fait que ça, vous étiez plus proche cette fois-ci. Quand même. Mais ouais, c'est la taille d'une bouteille d'eau moyenne. C'est à penser aussi à combien de gens utilisent ChatGPT. Fait que ça en fait de l'eau quand même au final. Ouais. Ben, c'est ça que je voulais dire. En fait, ben, cette information-là est tirée d'un article qui est produit. Donc, comme l'autre site web, on pourra mettre les liens dans la description, mais c'est un article qui a été produit par des chercheurs américains sur l'empreinte en eau qui est cachée dans l'intelligence artificielle. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Puis, on n'en parle pas souvent.
Puis c'est ça. Comme LP a dit, il faut pas oublier que l'eau nécessaire pour faire fonctionner les intelligences artificielles, c'est de l'eau qui est prélevée localement. Donc, là où sont situés les serveurs. Puis même si des gens de partout à travers le monde utilisent, par exemple, ChatGPT, mais ça exerce des pressions sur les ressources en eau qui sont locales. Donc, c'est quand même un fait intéressant à considérer. Puis ça m'amène à conclure cet épisode en discutant du concept de l'eau virtuelle. Donc, c'est un peu ça, c'est l'eau qui voyage entre les pays par les biens de consommation. Donc, cette empreinte eau-là est assumée par le pays qui produit le bien. Et lorsque les pays exportent les biens de consommation à d'autres pays, c'est le pays producteur qui exporte également une partie de sa ressource en eau. Donc, c'est intéressant, c'est ça, à prendre en considération dans nos produits de consommation, puis garder ça en tête. Je vais te demander, Anna, on est plus familier avec le concept d'empreinte carbone, ce qui fait en sorte qu'on parle beaucoup plus de comment réduire notre empreinte carbone. Est-ce qu'en réduisant notre empreinte carbone, on peut éventuellement, indirectement aussi, réduire notre empreinte eau? J'imagine que oui, parce que une partie de l'empreinte eau, c'est justement tous les biens de consommation qu'on consomme qui sont produits ailleurs, ou même en fait ce qui est produit ici, mais souvent ce qui est produit, tu sais, notre alimentation puis tout ça, c'est une grosse partie de l'empreinte eau. Et puis souvent, on consomme des biens alimentaires qui sont produits ailleurs. Donc, j'imagine qu'en réduisant l'importation de différents biens, ça réduit l'empreinte carbone aussi. Donc, voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur l'empreinte eau et l'eau virtuelle dans cet épisode. Et n'hésitez pas à aller consulter les liens qu'on va mettre en description pour avoir plus d'informations. Merci et à la prochaine pour un autre épisode du calendrier de l'Avent.